Adresse du Conseil général de l'Association internationale à tous les membres de l'association en Europe et aux États-Unis. Grand 1. Le 4 septembre 1870, quand les ouvriers de Paris proclamèrent la République, qui fut presque instantanément acclamée d'un bout à l'autre de la France, sans une seule voix discordante, une cabale d'avocats arrivistes, avec Thiers pour homme d'État et Trochu pour général, s'empara de l'hôtel de ville. À cette époque, ils étaient imbus d'une foi si fanatique dans la mission de Paris de représenter la France à toutes les époques de crise historique que, pour légitimer leurs titres usurpés au gouvernement de la France, ils crurent suffisant de produire leur mandat périmé de représentants de Paris. Dans notre seconde adresse sur la récente guerre, 5 jours après l'élévation de ces hommes, nous vous disions qui ils étaient. Toutefois, dans l'étourdissement de la surprise, les véritables dirigeants de la classe ouvrière étant encore bouclés dans les prisons bonapartistes et les Prussiens déjà en marche sur Paris, Paris souffrit cette prise du pouvoir, à la condition expresse qu'il ne serait manié qu'à la seule intention de la défense nationale. Paris, cependant, ne pouvait aucunement se défendre sans armer sa classe ouvrière, l'organiser en une force effective et instruire ses rangs par la guerre elle-même. Mais Paris armé était la Révolution armée. Une victoire de Paris sur l'agresseur prussien aurait été une victoire de l'ouvrier français sur le capitaliste français et ses parasites d'État. Dans ce conflit entre le devoir national et l'intérêt de classe, le gouvernement de la défense nationale n'hésita pas un instant à se changer en un gouvernement de la défection nationale. La première mesure qu'il prit fut d'envoyer Thiers en tournée par toutes les cours d'Europe pour y implorer médiation, moyennant le troc de la République contre un roi. 4 mois après le commencement du siège, quand ils crurent venu le moment opportun de lâcher pour la première fois le mot de capitulation, Trochu, en présence de Jules Favre et de quelques-uns de ses collègues, harangua en ces termes les maires de Paris assemblés. Ouvrez les guillemets. La première question que m'adressèrent mes collègues le soir même du 4 septembre fut celle-ci. Paris peut-il, avec quelque chance de succès, soutenir un siège et résister à l'armée prussienne? Je n'hésitai pas à répondre négativement. Quelques-uns de mes collègues qui m'écoutent peuvent certifier que je dis la vérité et que je n'ai pas changé d'opinion. Je leur expliquai, en ces mêmes termes, que, dans l'état actuel des choses, tenter de soutenir un siège contre l'armée prussienne serait une folie. Sans doute, ajoutai-je, ce serait une folie héroïque, mais voilà tout. Les événements, ouvrez les crochets, qu'il avait lui-même conduits, fermez les crochets, n'ont pas démenti mes prévisions. Fermez les guillemets. Ce charmant petit discours de Trochu fut publié dans la suite par M. Corbon, un des maires présents. Ainsi, au soir même de la proclamation de la République, le « plan » entre guillemets de Trochu, ses collègues le surent, c'était la capitulation de Paris. Si la défense nationale avait été quelque chose de plus qu'un prétexte au gouvernement personnel de Thiers, Favre et compagnie, les parvenus du 4 septembre auraient abdiqué le 5, auraient mis le peuple de Paris au courant du plan entre guillemets de Trochu et fait appel à lui pour se rendre sur l'heure ou prendre en ses propres mains son propre sort. Au lieu de quoi, les infâmes imposteurs résolurent de guérir la folie héroïque de Paris par un régime de famine et de matraquage, et de la berner entre-temps par des manifestes tapageurs proclamant que Trochu, ouvrez les guillemets, le gouvernement de Paris ne capitulera jamais, fermez les guillemets, et que Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, ne céderait, ouvrez les guillemets, pas un pouce de notre territoire, pas une pierre de nos forteresses, fermez les guillemets. Dans une lettre à Gambetta,
Ce même Jules Favre, précisément, avoue que ce contre quoi il se défendait, entre guillemets, ce n'étaient pas les soldats prussiens, mais les travailleurs de Paris. Pendant toute la durée du siège, les égorgeurs bonapartistes à qui Trochu avait sagement confié le commandement de l'armée de Paris échangèrent dans leur correspondance intime de grasses plaisanteries sur l'évidente farce de la défense. Ouvrez la parenthèse, voir par exemple la correspondance d'Alphonse Simon Guillot, commandant suprême de l'artillerie de l'armée de la défense de Paris et grand-croix de la Légion d'honneur, avec Suzanne, général de la division d'artillerie, correspondance publiée par le journal officiel de la commune. Fermez la parenthèse. Note de bas de page. Voici cette lettre en date du 12 décembre 1870. Mon cher Suzanne, je n'ai pas trouvé au nombre des jeunes auxiliaires votre protégé Hetzel, mais seulement un monsieur Hessel. Est-ce de celui-là qu'il s'agit? Dites-moi franchement ce que vous désirez, et je le ferai. Je le prendrai à mon état-major, où il s'embêtera, n'ayant rien à faire, ou bien je l'enverrai au Mont Valérien, où il court moins de danger qu'à Paris. Ouvrez la parenthèse, ceci pour les parents, fermez la parenthèse, et où il aura l'air de tirer le canon, parce qu'il le tirera en l'air, selon la méthode Noël. Déboutonnez-vous la bouche, bien entendu. À vous, Guillot. Le Noël, qui avait l'air de tirer le canon parce qu'il le tirait en l'air, commandait, pendant le siège, le Mont Valérien. Fin de la note de bas de page. Le masque d'imposture fut jeté enfin le 28 janvier 1871. Avec un véritable héroïsme à s'avilir entièrement, le gouvernement de la défense nationale, dans sa capitulation, apparut comme le gouvernement de la France par la permission de Bismarck, rôle civil que Louis Bonaparte lui-même, à Sedan, s'y était refusé avec horreur. Après les événements du 18 mars, dans leur fuite éperdue à Versailles, les capitulars laissèrent aux mains de Paris les preuves écrites de leur trahison, et, pour détruire ces preuves, comme le dit la Commune dans son manifeste au département, ouvrez les guillemets, ces hommes ne devaient pas hésiter à faire de Paris un monceau de ruines dans une mer de sang, fermez les guillemets. Pour les porter avec ardeur à une semblable réalisation, quelques-uns des membres dirigeants du gouvernement de la Défense avaient, d'autre part, des raisons à eux des plus particulières. Peu après la conclusion de l'armistice, M. Millière, un des représentants de Paris à l'Assemblée nationale, fusillé depuis sur l'ordre express de Jules Favre, publiait une série de documents légaux et authentiques montrant que Jules Favre, qui vivait en concubinage avec la femme d'un ivrogne résidant à Alger, était, par toute une cuisine de faux des plus audacieux, échelonnée le long de nombreuses années, parvenu à s'emparer au nom de ses enfants adultérins d'une succession importante qui avait fait de lui un homme riche, et que, dans un procès intenté par les héritiers légitimes, il n'avait échappé au scandale que grâce à la connivence des tribunaux bonapartistes. Comme ces documents secs et légaux, on ne pouvait s'en débarrasser à force de chevaux vapeurs de rhétorique, Jules Favre, pour la première fois de sa vie, retint sa langue, attendant tranquillement l'explosion de la guerre civile, pour, alors, avec frénésie, dénoncer le peuple de Paris comme une bande de forçats échappés, en pleine révolte contre la famille, la religion, l'ordre et la propriété. Ce même faussaire avait à peine accédé au pouvoir après le 4 septembre que, par sympathie, il faisait lâcher sur la société Pic et Taillefer, condamnés pour faux même sous l'Empire, dans la scandaleuse affaire de l'étendard. Un de ces hommes, Taillefer, ayant osé retourner à Paris sous la Commune, fut sur le champ réinstallé en prison.
et après quoi Jules Favre de s'exclamer à la tribune de l'Assemblée nationale que Paris mettait en liberté tout son gibier de prison. Ernest Picard, ce Falstaff du gouvernement de la Défense nationale qui se nomma lui-même ministre de l'Intérieur de la République, après s'être vainement évertué à devenir ministre de l'Intérieur de l'Empire, est le frère d'un certain Arthur Picard, individu chassé de la Bourse de Paris comme escroc, ouvrez la parenthèse, voir le rapport de la préfecture de police en date du 13 juillet 1867, fermez la parenthèse, et convaincu sur son propre aveu d'un vol de 300 000 francs alors qu'il était directeur d'une des succursales de la Société Générale, 5 rue de Palestro, ouvrez la parenthèse, voir le rapport de la préfecture de police du 11 décembre 1868, fermez la parenthèse. Cet Arthur Picard fut fait par Ernest Picard, directeur de son journal L'Électeur libre. Tandis que le train commun des agioteurs était égaré par les mensonges officiels du journal du ministère de l'Intérieur, Arthur faisait la navette entre l'Intérieur et la Bourse pour y escompter les désastres de l'armée française. Toute la correspondance financière de ce digne couple de frères tomba entre les mains de la Commune. Jules Ferry, avocat sans le sou avant le 4 septembre, réussit comme maire de Paris pendant le siège à se tailler une fortune dans la famine. Le jour où il aurait à rendre compte de sa mauvaise administration serait le jour de sa condamnation. Ces hommes, donc, ne pouvaient trouver que dans les ruines de Paris leur billet d'élargissement conditionnel. Note de bas de page. Leur billet d'élargissement conditionnel. Le texte anglais porte « tickets of leave », expression qui désigne des sortes de permis de séjour que les prisonniers libérés avant terme reçoivent en Angleterre et qu'ils doivent périodiquement présenter à la police. Cette expression est reprise plusieurs fois par Marx dans la suite. De plus, il désigne plusieurs fois les ministres de tiers par la formule « tickets of leave men », que nous traduisons en conséquence par les « élargis » entre guillemets. Fin de la note de bas de page. Ces hommes, donc, ne pouvaient trouver que dans les ruines de Paris leur billet d'élargissement conditionnel. Ils étaient les hommes mêmes que Bismarck désirait. En battant un peu les cartes, Thiers, jusque-là l'instigateur secret du gouvernement, apparut à sa tête avec ses élargis pour ministre. Thiers, ce gnome monstrueux, a tenu sous le charme la bourgeoisie française depuis presque un demi-siècle, parce qu'il est l'expression intellectuelle la plus achevée de sa propre corruption de classe. Avant qu'il devînt un homme d'État, il avait déjà fait montre, comme historien, de ses aptitudes à mentir. La chronique de sa vie publique est le mémoire des malheurs de la France. Ligué avec les Républicains avant 1830, il se faufile au ministère sous Louis-Philippe par une trahison à son protecteur Laffitte. S'accrédite auprès du roi en provoquant des troubles des bas-fonds contre le clergé, au cours desquels l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et l'archevêché furent pillés, et en se faisant l'espion ministre, puis l'accoucheur geôlier de la duchesse de Berry. Le massacre des républicains dans la rue Transnonain, note de bas de page, répression féroce du soulèvement des républicains démocrates en 1834 à Paris, suivi d'un massacre de la population sans armes, femmes et enfants compris. Fin de la note de bas de page. Le massacre des républicains dans la rue Transnonain et les infâmes lois d'exception contre la presse et le droit d'association qui l'ont suivi furent son œuvre. Quand il réapparut comme chef du cabinet en mars 1840, il étonna la France par son plan de fortification de Paris. Aux républicains, qui dénonçaient ce plan comme un sinistre complot contre la liberté de Paris, il répliqua de la tribune de la Chambre des députés. Ouvrez les guillemets. Quoi? Imaginez que des ouvrages de fortification quelconques
peuvent nuire à la liberté ou à l'ordre, c'est se placer en dehors de toute réalité. Et d'abord, c'est calomnier un gouvernement, quel qu'il soit, de supposer qu'il puisse un jour se maintenir en bombardant la capitale. Mais il serait 100 fois plus impossible après la victoire qu'auparavant. Fermez les guillemets. Certes, aucun gouvernement n'aurait jamais osé bombarder Paris de ses forts, si ce n'est ce gouvernement même qui avait auparavant rendu ses forts aux Prussiens. Quand le roi Bomba se fit la main à Palerme en janvier 1848, Thiers, alors depuis longtemps sans portefeuille, surgit à nouveau à la Chambre des députés. Ouvrez les guillemets. Vous savez, messieurs, ce qui se passe à Palerme. Vous avez tous tressailli d'horreur, ouvrez le crochet, parlementairement parlant, fermez le crochet, en apprenant que, pendant 48 heures, une grande ville a été bombardée. Par qui? Était-ce par un ennemi étranger exerçant les droits de la guerre? Non, messieurs, par son propre gouvernement. Et pourquoi? Parce que cette ville infortunée demandait des droits. Eh bien, il y a eu 48 heures de bombardement. Permettez-moi d'en appeler à l'opinion européenne. C'est un service à rendre à l'humanité de venir, du haut de la plus grande tribune peut-être de l'Europe, faire retentir quelques paroles, ouvrez le crochet, des paroles en effet, fermez les crochets, d'indignation contre de tels actes. Quand le régent Espartero, qui avait rendu des services à son pays, ouvrez le crochet, ce que M. Thiers, lui, n'a jamais fait, fermez le crochet, prétendit bombarder Barcelone pour supprimer l'insurrection, il s'éleva de toutes les parties du monde un grand cri d'indignation. Fermez les guillemets. 18 mois plus tard, M. Thiers était parmi les plus farouches défenseurs du bombardement de Rome par une armée française. Note de bas de page. Une armée française fut envoyée en avril 1849 pour protéger le pape contre la révolution italienne. Le bombardement de Rome fut une violation scandaleuse de la Constitution française qui stipule que la République n'emploie jamais la force à l'écrasement de la liberté d'un peuple, quel qu'il soit. Fin de la note de bas de page. En fait, la faute du roi Bomba ne semble avoir résidé qu'en ce qu'il a limité son bombardement à 48 heures. Quelques jours avant la Révolution de février, chagriné du long exil du pouvoir et du profit auquel l'avait condamné Guizot, et flairant dans l'air l'odeur d'un soulèvement populaire prochain, Thiers, dans ce style pseudo-héroïque qui lui avait valu le surnom de Mirabeau-Mouche, déclara à la Chambre des députés. Ouvrez les guillemets. Je suis du parti de la Révolution, non seulement en France, mais en Europe. Je souhaite que le gouvernement de la Révolution reste entre les mains des modérés. Mais si le gouvernement tombait entre les mains des ardents, fût-ce des radicaux, malgré cela, je n'abandonnerai pas ma cause. Je serai toujours du parti de la Révolution. Fermez les guillemets. Survint la Révolution de février. Au lieu de déplacer le cabinet Guizot au profit du cabinet Thiers, comme le petit homme l'avait rêvé, elle suspendit Louis-Philippe au profit de la République. Au premier jour de la victoire populaire, il se cacha soigneusement, oubliant que le mépris des travailleurs le mettait à l'abri de leur haine. Pourtant, avec son courage légendaire, il continua de fuir la scène publique jusqu'à ce que les massacres de juin l'eussent nettoyé pour son genre d'activité. Alors, il devint l'esprit directeur du, ouvrez les guillemets, parti de l'ordre, fermez les guillemets, et de la République parlementaire, cet interrègne anonyme pendant lequel toutes les factions rivales de la classe dirigeante conspiraient ensemble pour écraser le peuple et conspiraient l'une contre l'autre pour restaurer chacune sa propre monarchie. Alors, comme aujourd'hui, Thiers dénonçait les républicains comme le seul obstacle à la consolidation de la République. Alors, comme aujourd'hui, il parlait à la République
comme le bourreau à Don Carlos, ouvrez les guillemets, je t'assassinerai, mais pour ton propre bien, fermez les guillemets. Aujourd'hui, comme alors, il pourra s'écrier au lendemain de sa victoire, ouvrez les guillemets, l'Empire est fait, fermez les guillemets. En dépit de ses hypocrites homélies sur les libertés nécessaires et de sa rancune personnelle contre Louis Bonaparte, qui avait fait de lui sa dupe et flanqué dehors le parlementarisme, et, hors de son atmosphère factice, le petit homme a conscience de se ratatiner jusqu'à l'anéantissement, il a mis la main à toutes les infamies du Second Empire, de l'occupation de Rome par les troupes françaises jusqu'à la guerre avec la Prusse, à laquelle il poussa par sa farouche invective contre l'unité allemande, non comme le déguisement du despotisme prussien, mais comme un empiètement sur le droit d'usage de la France à la désunion allemande. Entiché de brandir à la face de l'Europe, avec ses bras de nain, l'épée du premier Napoléon dont il était devenu le décroteur historique, note de bas de page, les principaux ouvrages historiques de Thiers sont l'histoire de la Révolution française et l'histoire du consulat et de l'Empire. Fin de la note de bas de page. Sa politique étrangère a toujours eu pour couronnement l'humiliation totale de la France depuis la Convention de Londres en 1841 jusqu'à la capitulation de Paris en 1871 et la guerre civile actuelle où il lâche contre Paris les prisonniers de Sedan et de Metz par permission spéciale de Bismarck. En dépit de sa souplesse de talent et de sa mobilité de résolution, cet homme a été lié sa vie entière à la pire routine de fossile. Il est évident en soi que pour lui, les courants profonds de la société moderne demeurèrent à jamais cachés. Mais même les changements les plus palpables à sa surface horrifiaient une cervelle dont toute la vitalité se portait dans la langue. Aussi ne se fatigua-t-il jamais de dénoncer comme un sacrilège toute déviation du vieux système protectionniste français. Note de bas de page. En France, le système protectionniste était caractérisé par des taxes élevées sur les marchandises. Ouvrez la parenthèse. Par exemple, la fonte anglaise était grévée d'une taxe de 70%, le fer de 105% de son prix. Fermez la parenthèse. Il en est résulté que nombre de marchandises que l'on ne savait pas fabriquer en France avaient complètement disparu du marché. Fin de la note de bas de page. Alors ministre de Louis-Philippe, il railla les chemins de fer comme une chimère folle. Et plus tard, dans l'opposition, sous Louis Bonaparte, il flétrit comme une profanation tout essai de réformer le système pourri de l'armée française. Jamais, dans sa longue carrière politique, il ne s'est rendu coupable d'une seule mesure, si minime fût-elle, de quelque utilité pratique. Thiers n'a été constant que dans son avidité des richesses et sa haine des hommes qui les produisent. Entré pauvre comme Job dans son premier ministère sous Louis-Philippe, il le quitta millionnaire. Son dernier ministère sous le même roi, ouvrez la parenthèse, celui du 1er mars 1840, fermez la parenthèse, l'exposa à des accusations publiques de concussion à la Chambre des députés, auxquelles il se contenta de répondre par des larmes. Denrée qu'il négocie aussi librement que Jules Favre ou tout autre crocodile. À Bordeaux, sa première mesure pour sauver la France d'une ruine financière imminente fut de se doter lui-même de 3 millions par an. Premier et dernier mot de la, ouvrez les guillemets, République économique, fermez les guillemets, dont il avait ouvert la perspective à ses électeurs de Paris en 1869. Un de ses anciens collègues à la Chambre des députés de 1830, capitaliste lui-même et néanmoins membre dévoué de la Commune, M. Bellet, dernièrement apostrophé Thiers de la sorte dans une affiche publique. Ouvrez les guillemets. L'asservissement du travail par le capital a toujours été la pierre angulaire de votre politique, et depuis le jour où vous avez vu la République du travail installée à l'Hôtel de Ville,
vous n'avez jamais cessé de crier à la France « Ce sont des criminels ». Fermez les guillemets. Maître dans la petite gredinerie d'État, virtuose en matière de parjure et de trahison, artisan expert dans tous les bas stratagèmes, les expédients rusés et les viles perfidies de la stratégie de parti au Parlement, n'ayant jamais scrupule, une fois hors du ministère, d'attiser une révolution et de l'étouffer dans le sang une fois au gouvernail de l'État, avec des préjugés de classe au lieu d'idées et une vanité au lieu d'un cœur, sa vie privée aussi infâme que sa vie publique est odieuse, même maintenant qu'il joue le rôle d'un Sylla français, il ne peut s'empêcher de rehausser l'abomination de ses actes par le ridicule de son ostentation. La capitulation de Paris, en livrant à la Prusse non seulement Paris, mais la France entière, a clos la longue série d'intrigues ou de trahisons avec l'ennemi que les usurpateurs du 4 septembre avaient inauguré, comme Trochu l'avait dit lui-même ce même jour précisément. D'autre part, elle ouvrait la guerre civile qu'ils allaient maintenant engager avec l'aide de la Prusse contre la République et Paris. Le traquenard était tendu dans les termes mêmes de la capitulation. À ce moment, plus d'un tiers du territoire était aux mains de l'ennemi. La capitale était coupée des départements. Toutes les communications étaient désorganisées. Élire dans de telles circonstances une véritable représentation de la France était impossible sans prendre largement le temps nécessaire aux préparatifs. En vue de quoi, la capitulation stipula qu'une assemblée nationale devait être élue dans les 8 jours, si bien qu'en de nombreuses parties de la France, la nouvelle des élections imminentes n'arriva qu'à la veille du scrutin. En outre, cette assemblée, selon une clause expresse de la capitulation, ne devait être élue que dans le seul but de décider de la paix ou de la guerre et, éventuellement, de conclure un traité de paix. La population ne pouvait que sentir que les termes de l'armistice avaient rendu impossible la continuation de la guerre et que, pour sanctionner la paix imposée par Bismarck, les pires hommes de France étaient les meilleurs. Mais non content de ces précautions, Thiers, avant même que le secret de l'armistice ait été répandu dans Paris, partit en tournée électorale à travers les départements pour y regalvaniser à la vie le parti légitimiste qui désormais, à côté des orléanistes, avait à prendre la place des bonapartistes, maintenant impossible. Il n'en avait pas peur. Impossible comme gouvernement de la France moderne et par suite rivaux méprisables, quel parti était mieux éligible comme instrument de contre-révolution que le parti dont l'action, suivant les paroles de Thiers lui-même, ouvrez la parenthèse, Chambre des députés, 5 janvier 1833, fermez la parenthèse, ouvrez les guillemets, a toujours été confiné aux 3 ressources de l'invasion étrangère, de la guerre civile et de l'anarchie, fermez les guillemets. Ils croyaient vraiment à l'avènement de leur millénaire rétrospectif, longuement attendu. Il y avait les talons de l'invasion étrangère qui foulaient la France. Il y avait la chute d'un empire et la captivité d'un Bonaparte. Enfin, il y avait eux-mêmes. La roue de l'histoire avait évidemment tourné à rebours pour s'arrêter à la « chambre introuvable » entre guillemets, de 1816. Dans les assemblées de la République, de 1848 à 1851, ils avaient été représentés par leurs champions parlementaires, instruits et exercés. C'était la troupe du parti qui s'y ruait maintenant, tous les pourceaugnacs de France. Aussitôt que cette assemblée de ruraux, entre guillemets, note de bas de page, l'assemblée inaugurée à Bordeaux le 13 février était composée en majeure partie de monarchistes avérés, ouvrez la parenthèse, sur 750 députés, 450 monarchistes, fermez la parenthèse, représentants des grands propriétaires terriens et des couches réactionnaires des villes et des campagnes. De là, l'appellation d'assemblée de ruraux, entre guillemets. Aussitôt que cette assemblée de ruraux, entre guillemets, se fut réunie, à Bordeaux,
Thiers leur fit entendre nettement que les préliminaires de paix devaient être agréés sur le champ, sans même avoir les honneurs d'un débat parlementaire, comme la seule condition à laquelle la Prusse leur permettait de commencer la guerre contre la République et Paris, sa place forte. La contre-révolution, en fait, n'avait pas de temps à perdre. Le Second Empire avait plus que doublé la dette nationale et enfoncé toutes les grandes villes dans de lourdes dettes municipales. La guerre avait enflé les charges d'une manière effrayante et ravagé sans pitié les ressources de la nation. Pour compléter la ruine, le Shylock prussien était là, avec sa traite pour l'entretien d'1,5 million de ses soldats sur le sol français, son indemnité de 5 milliards et l'intérêt à 5% des échéances à venir. Qui allait payer la note? C'était seulement par le renversement violent de la République que les accapareurs de la richesse pouvaient espérer charger sur les épaules de ses producteurs les frais d'une guerre que, les accapareurs, avaient eux-mêmes engendrée. Ainsi, l'immense ruine de la France éperonnait ces patriotiques représentants de la propriété terrienne et du capital, sous les yeux mêmes et sous le patronage de l'envahisseur, a greffé sur la guerre étrangère une guerre civile, une rébellion de négriers. Pour barrer la route au complot, il y avait un seul grand obstacle, Paris. Désarmer Paris était la première condition du succès. Paris fut donc sommé par Thiers de rendre ses armes. Puis, Paris fut exaspéré par les frénétiques manifestations anti-républicaines de l'Assemblée rurale entre guillemets et par les équivoques personnels de Thiers sur le statut légal de la République. Par la menace de décapiter et décapitaliser Paris. La nomination d'ambassadeurs orléanistes. Les lois de Dufort sur les échéances commerciales et les loyers, qui infligeaient la ruine au commerce et à l'industrie de Paris. La taxe de Pouillet-Quartier de 2 centimes sur chaque exemplaire de toutes les publications imaginables. Les sentences de mort contre Blanqui et Flourens. La suppression des journaux républicains. Le transfert de l'Assemblée nationale à Versailles. Le renouvellement de l'état de siège proclamé par Palikao est mort avec le 4 septembre. La nomination de Vinoy, le décembriseur, comme gouverneur de Paris, de Valentin, le gendarme entre guillemets impérial, comme préfet de police, et d'Aurel de Paladine, le général jésuite, comme commandant en chef de la garde nationale. Et maintenant, nous avons à adresser une question à M. Thiers et aux hommes de la défense nationale, ces gaillards. On sait que par l'entremise de M. Pouillet-Quartier, son ministre des Finances, Thiers avait contracté un emprunt de 2 milliards qui devait être versé tout de suite. Eh bien, est-il vrai ou non? Premièrement, que l'affaire était ainsi arrangée, qu'une somme de plusieurs centaines de millions était garantie au bénéfice particulier de Thiers, Jules Favre, Ernest Picard, Pouillet-Quartier et Jules Simon, et, deuxièmement, que l'argent ne devait être versé qu'après la « pacification » entre guillemets de Paris. Dans tous les cas, il doit y avoir eu quelque chose de très urgent en la matière, car Thiers et Jules Favre, au nom de la majorité de l'Assemblée de Bordeaux, sollicitèrent sans vergogne l'occupation immédiate de Paris par les troupes prussiennes. Tel, cependant, n'était pas le jeu de Bismarck, comme il le dit, en ricanant et publiquement, aux Philistins admiratifs de Francfort à son retour en Allemagne.